Merci Jean-Daniel d'être avec nous. Christian Rodriguez, Jean-Christophe Fromentin et Frédéric Abécassi sont dans l'assistance. Ils vont nous rejoindre dans quelques secondes. Mais un cadrage, un décryptage avec vous, avec toi, Jean-Daniel, sur ces sujets. On le voit, hein, dictature du compromis, défiance, on en parlait tout à l'heure avec Jacques Attali, confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la confiance, brièvement, avant que les chiffres et les éclairages chiffrés de Harris Interactive nous interpellent? Que souvent, quand nous sommes amenés à interroger les Français et quand on leur pose la question concernant un acteur qui prend la parole dans l'espace public, qu'ils nous disent c'est de la com. Et quand ils nous disent c'est de la com, en général, c'est pas très bon. C'est qu'on a le sentiment qu'il y a une expression qui va être formatée, qui va vouloir faire en sorte que l'on puisse être le plus possible convaincant, mais qui ne correspond pas véritablement à ce qu'a dans les tripes la personne qui est en train de nous parler. Et la personne qui est en train de nous parler, je serais tenté de dire n'importe quelle personne qui est en train de nous parler. Et donc, Soit ça sonne faux, soit c'est surjoué. Hein, oui, ou soit il y a une suspicion sur la sincérité du propos. Et où on va se demander, en fait, est-ce qu'au final, on ne va pas se faire avoir, que ce soit lorsqu'on va être amené à voir un dirigeant d'entreprise prendre la parole, un syndicaliste, un membre du tissu associatif, et j'ose même pas dire un responsable politique, voire peut-être un sondeur. Donc on a vraiment ce doute préalable qui existe de la part des individus et qui fait qu'on a besoin d'avoir ce sentiment de sincérité, de crédibilité qui va être accordé justement pour qu'on puisse accorder de la confiance à celui qui prend la parole pour après se dire que les propositions qu'il peut être amené à émettre soient de nature à pouvoir générer un niveau d'engagement et de confiance, et ça rejoint ce qui vient d'ailleurs être dit précédemment. Alors justement, la confiance, on aime bien en entreprise les nuages de mots, Jean-Daniel. Et là, il y a des nuages de mots, des trépieds, des soubassements pour cette confiance, des leviers, j'allais dire. Hein. Absolument. Donc, les sondeurs sont parfois connus pour les chiffres. On va commencer par quelques lettres, on en aura tout à l'heure. Concernant les chiffres, lorsqu'on pose les lettres, quand on a posé la question de manière la plus ouverte possible, d'une manière globale, qu'est-ce qui permet de faire confiance à une personne avec laquelle on est en relation, et on cherche à mettre en avant les lettres, enfin en tout cas les mots qui sont le plus souvent restitués de la part des individus. Vous le voyez, il y a la question de la franchise, la question de l'honnêteté et la question de la sincérité qui sont les trois dimensions qui ressortent de la manière la plus nette et la plus forte. On n'a pas toujours besoin d'être toujours d'accord, d'ailleurs, avec la personne. On n'a pas forcément besoin d'avoir une dimension qui va être une dimension de complicité, mais on a besoin d'avoir justement cette appétence de la part de l'individu à pouvoir donner le sentiment qu'elle est sincère, qu'elle est honnête, qu'elle est cohérente, qu'elle est structurée, et que dans ce contexte-là, on peut être amené à lui accorder sa confiance, en tout cas accorder du crédit à ce que cette personne peut être amenée à nous dire. On va entrer un petit peu plus dans les détails. Et qui dit confiance dit aussi défiance. Alors, qui résiste le mieux au rouleau compresseur de la défiance, Jean-Daniel? Alors, d'une manière générale, là je vais vous baser sur quelques chiffres qui précèdent la période de la Covid, mais Ouais. globalement, les choses n'ont pas véritablement changé. On verra quelques aspects qui ont pu être amenés à évoluer. D'une manière globale, On va le voir dans la planche lorsqu'on suivante. donne le sentiment Voilà. qu'on est au service de l'intérêt général, on génère un niveau de confiance qui est un niveau de confiance important dans la société française, et ce, de manière assez marquée. Alors, on ne va peut-être pas tous les passer en revue et on pourra vous les adresser. Les pompiers, les infirmiers. Le général Rodriguez qui regarde attentivement. Hein. Absolument. Et je vous assure que les chiffres ont été faits avant cette conférence. Donc, je n'ai pas pris en compte le public. Donc, pompiers, infirmiers, médecins, scientifiques, militaires, agriculteurs, enseignants. On va peut-être s'arrêter là, policiers éventuellement. On voit bien qu'il y a un regard qui est un regard au nom de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, donnent le sentiment d'être au service de l'intérêt général. Et on a beaucoup parlé pendant la crise de ce que pouvait être cette population française qui découvrait ce qui leur apparaissait comme étant essentiel pour la vie du pays. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que déjà, vous pouvez le voir, le regard à l'égard des médecins, le regard à l'égard des infirmiers, le regard à l'égard des scientifiques, le regard à l'égard des enseignants, qui d'une manière ou d'une autre ont été portés au nu au cours de l'ensemble de cette séquence que nous avons collectivement connue, étaient déjà des acteurs qui étaient fortement appréciés de la part de nos compatriotes, au nom de l'intérêt général, au nom de l'engagement et au nom justement de cette zone de confiance dont on se dit que d'une manière ou d'une autre,
lorsque ceux-ci agissent, ils ne le font pas forcément pour pouvoir faire carrière à proprement parler, ils ne le font pas forcément pour pouvoir avoir un niveau de rétribution ou un niveau d'enrichissement personnel qui est marqué, mais que tout ceci sont, d'une manière ou d'une autre, teintés d'un regard qui est un regard, un, au service de l'intérêt général, et deux, une forme de sacerdoce ou d'engagement ou de mission derrière l'activité professionnelle. Alors évidemment, il y en a d'autres, les patrons des petites et moyennes entreprises, On voit les maires aussi. les maires, les juges, les intellectuels et les avocats. Et là où la comparaison va être cruelle, c'est lorsqu'on va être amené à comparer notamment avec d'autres types d'acteurs. Voilà, alors justement, on va voir ceux qui... Alors on voyait, hein, ce qui marche bien, c'est il y a ce sacerdoce, cet engagement versus le clientélisme auquel faisait référence Pierre-Henri tout à l'heure. Et alors là, les autres... C'est moins bien. Oui. On peut aller tout en bas de tableau et on peut voir que les ministres, les députés, les sénateurs, les syndicalistes patronaux, les imams, les banquiers, les patrons des grandes entreprises, voire même les journalistes, bénéficient d'un niveau de confiance qui est un niveau de confiance relativement faible, voire très faible. Alors il y a plusieurs caractères d'explication qui peuvent exister. D'une manière ou d'une autre, dans une France qui aime bien, si vous me permettez l'expression, les petits par rapport aux gros, on va avoir tendance à privilégier les patrons des petites entreprises par rapport aux patrons des grandes entreprises, les salariés par rapport aux syndicalistes, celui que l'on va être amené à connaître dans le cadre du quotidien par rapport à celui qui peut apparaître comme étant éloigné. D'où la différence. Donc inaccessible. Donc inaccessible. La différence qui peut exister entre les maires d'un côté, par exemple, et les ministres de l'autre. Et puis, une focalisation qui existe, notamment autour de l'islam qui traverse la société française et qu'on voit apparaître là, et à travers la hiérarchie des différents acteurs qui peut exister. Ce qui est préoccupant, pour partie pour notre démocratie, c'est le regard à l'égard des journalistes, et où globalement, il y a un doute, là aussi, parfois, quant à la sincérité du propos qui peut être tenu de la part des journalistes, quant à l'intérêt de ce qui peut être développé, et quant au fait qu'ils soient tout à fait objectifs lorsqu'ils prennent la parole. Ça participe aujourd'hui d'une forme de délitement de la confiance qui peut être exprimée, où on a des corps intermédiaires qui, par le passé, pouvaient être amenés à jouer un rôle. Et là, on est face à des Français qui n'ont pas forcément complètement délaissé l'information officielle. On a pu voir à quel point le journal de 20 heures a été consulté et même surconsulté et continue aujourd'hui d'être fortement vu pendant la crise, mais qu'on va en général vouloir, si vous me permettez l'expression, le challenger avec d'autres types de supports, et notamment des supports qui vont être deux échanges horizontaux, que ce soit à travers Internet d'un côté ou que ce soit à travers les réseaux sociaux de l'autre. Donc on ne s'informe plus uniquement par ces canaux traditionnels, j'allais dire. Et il y a même des canaux orientés et qui le disent clairement. On peut parler de la chaîne CNews en particulier. Hein. Oui, c'est clair. Au moins, ils nous disent c'est clair. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas qu'ils sont complètement objectifs. Ils disent dès le départ qu'ils ont un propos. Et d'ailleurs, ce qu'ils développent est en cohérence globalement avec le propos qui va être amené. Et donc tout ceci renvoie justement au niveau de confiance. C'est-à-dire le contrat initial qui est passé. Est-ce que le contrat initial, c'est le contrat de l'objectivité, ou est-ce que le contrat initial, c'est le contrat de la subjectivité ou de l'engagement, ce qui participe justement d'un regard qui va être un regard différencié? Alors justement, le regard, il est différent aussi, Jean-Daniel, en fonction de l'âge. Là, ça change. Hein. On le voit avec les chiffres qui vont arriver. Sortez vos lunettes, parce qu'on a vraiment des tableaux qui sont en petit. On ne va peut-être pas tous les passer en revue. Ce qui est intéressant, on va regarder déjà la dimension de coloration globale. Il y a un niveau de confiance qui est un niveau de confiance de la part des personnes qui sont des personnes âgées de 65 ans et plus, qui est plus manifeste que de la part de la jeunesse. Et globalement, on peut voir que ceux qui ont été structurés ou socialisés à travers des vecteurs qui sont des vecteurs traditionnels de ce que peuvent être les réseaux de confiance ou d'action dans l'espace public, génèrent ou disposent d'un niveau de confiance qui est un niveau de confiance le plus important. À travers le journal de 20 heures, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui en est un des archétypes, c'est un niveau de confiance qui est marqué notamment de la part des jeunes générations, de la part des personnes qui sont des personnes les plus âgées, et que dans ce contexte-là, les jeunes générations vont avoir tendance à considérer des modes d'information et des niveaux de confiance ou des acteurs de confiance, des générateurs de confiance qui vont s'inscrire dans un contexte qui peut être un contexte différent. Ce qui s'est passé, par exemple, au cours des dernières élections régionales, avec une participation qui était une participation faible, renvoyait également dans un pays qui est un pays politique, avec le sentiment qu'on ne pouvait pas toujours faire confiance à l'égard de nos responsables politiques, qu'on n'était pas certain de la sincérité de l'engagement, et que dans ce contexte-là, une des méthodes pour pouvoir exprimer sa colère ou sa désapprobation, c'est
le comportement abstentionniste. Ça n'est pas un désintérêt à l'égard de la politique, c'est une expression volontaire, et ce d'autant plus qu'il y a eu des appels dans l'entre-deux-tours et où vous ont dit « Ah, vous nous avez demandé de ne pas aller voter, eh bien très bien ». Donc ça veut dire que vous avez bien compris le message et on va vous le réexprimer une deuxième fois. Il y a eu le deuxième effet qui se coule. On dit parfois persiste et signe, et là les Français l'ont véritablement fait. Ouais, et ils l'ont montré. Alors justement, Jean-Daniel, tu parles des orientations politiques de ces élections régionales et élections au niveau du département, et Jean-Christophe Fromentin est bien placé pour le savoir. Là aussi, en fonction des opinions, des orientations politiques, il y a des différences par rapport à cette confiance. Il y a des différences, effectivement, où on voit en général que quand on se positionne soit très à droite, soit très à gauche sur l'échiquier politique, en général, on a tendance à exprimer une confiance qui va être une confiance plus faible que l'ensemble des acteurs. On le voit ici marqué, et notamment lorsqu'on est par exemple sur les ministres, vous pouvez voir les proches de la France Insoumise comme les proches du Rassemblement national, qui ont un niveau de confiance, on va dire, qui est quasiment dans le trait statistique, et donc en fait avec un niveau qui est un niveau inférieur à... Ce qui n'est pas le cas de La République En Marche. Et ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour les sympathisants de La République En Marche, et on voit bien les raisons pour lesquelles ça peut être le cas. Mais d'une manière globale, quand on parle beaucoup de fake news, quand on parle beaucoup en fait d'appétence à pouvoir apprécier des messages qui sont des messages dissonants par rapport à un message qui peut être un message officiel, là, globalement, ça va être effectivement de ces deux côtés que l'expression de la critique peut être plus manifeste. Alors, Jean-Daniel, tout à l'heure, on a parlé avec Pierre-Henri du charisme, de personnalités qui incarnent et qui disent quelque chose et qui embarquent. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on se penche justement sur les personnalités qui participent au et participent du débat public en France. Confiance, pas confiance. Alors, on veut, outre les chiffres, des noms maintenant. Alors, quelques noms, quelques personnalités qu'on a jetées en pâture pour essayer de voir qui représentent sensiblement à chaque fois un archétype de ce que peut être la profession ou une activité. Le Dalai Lama, dans un pays qui est un pays sécularisé, ressort malgré tout en première position, mais parce qu'il apparaît comme étant pas tout à fait religieux, parce qu'il apparaît également comme résistance face à la Chine, et je ne crois pas que la Chine ait la meilleure image aujourd'hui dans la société française, et parce qu'il apparaît également comme le représentant d'une forme de philosophie, de sagesse et de réflexion globalement sur ce que peut être le cours de la vie. Le deuxième aspect, c'est Michel Simès, j'arrive jamais à le prononcer. Simès. Merci. Michel Simès, qui là aussi est non seulement quelqu'un qui est porté vers les questions de santé, et on voit bien à quel point, aux yeux des Français, même avant la période de pandémie, cette thématique-là était une thématique qui les préoccupait, et que ce processus qui peut être un processus de vulgarisation désintéressée, sans être lié à un laboratoire pharmaceutique ou à des acteurs qui ont des intérêts financiers dans la santé, participe d'un regard qui va être un regard positif. Et puis on apprécie également ceux qui arrivent à nous parler. Vous savez, souvent on dit, on est face à des personnes qui ne nous comprennent pas, qui ne savent pas comment nous vivons, et qui vont après nous décrire une France, un monde, qui va être décorrélé de ce que l'on peut être amené à vivre dans le cadre de déconnecté. Déconnecté. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Pernaut. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Pernaut. Notamment à travers parfois un journal et des prises de position qu'on a le sentiment d'être déconnectés. Et Anne-Sophie Lacaro qui suit est dans la même veine. Exactement. Donc... Même si elle est moins bien identifiée en fait, de la part de nos compatriotes. Mais en fait, voilà, le fait de parler des régions, le fait de parler des Français, le fait de parler de leur quotidien, le fait de parler de leurs problèmes, participe aujourd'hui, encore une fois, d'un niveau de confiance. Et c'est, je crois, un registre essentiel. Maintenant, souvent, à l'inverse... puisque vous devez partir à 16h30, Jean-Daniel, oui. et j'y pense. Il y en a d'autres, c'est moins le cas. Élise Lucet. Alors, Élise Lucet, elle va soulever le rideau, aller voir en fait ce qu'on veut absolument nous cacher. D'ailleurs, son émission s'appelle Cache Investigation, donc elle va fortement voir ce qui se passe derrière. Et que, tout à l'heure, si vous acceptez l'acception, les petits face aux gros, elle est la petite qui va chercher ce que disent ou ce que veulent nous cacher les gros d'un point de vue global. On peut aller voir en fait du côté de ceux qui sont appréciés, ou en tout cas pour lesquels la niveau de confiance est la dernière planche est le plus faible. Là, voilà. Donc soit des personnes qui ne sont pas toujours très clairement identifiées, soit des personnes en fait qui donnent le sentiment de cliver assez fortement. Parmi les personnes qui clivent assez fortement, on peut le voir, il y a Éric Zemmour qui déjà dès 2019-2020 était identifié dans le paysage politique avec
une orientation qui était une orientation qui était terriblement marquée. Et puis également, de l'autre côté, je serais tenté de dire, du spectre politique, même s'il ne s'inscrit pas uniquement sur l'aspect politique, c'est Philippe Martinez qui a des positions qui apparaissent là aussi comme étant terriblement clivantes et pas toujours au nom de l'intérêt général, en tout cas aux yeux des personnes qu'on a été amenées à interroger. Ce que nous, on a envie de retenir derrière ceci, c'est que la confiance ne se décrète pas. La confiance se gagne. Elle se gagne justement à travers ce qu'on peut voir au nom des professions d'un côté, au nom des personnalités que nous avons été amenés à tester, autour d'un registre qui est un registre, je ne vis pas forcément comme vous, mais je vous comprends. Je suis capable de parler de la manière dont vous pouvez vivre votre quotidien. Et puis, j'ai également un engagement en tant qu'acteur qui est un engagement sincère, pas tout à fait désintéressé, mais qui est sincère. Et on préfère, et on le voit bien à travers les différentes enquêtes, être en désaccord avec quelqu'un qu'on comprend qu'être d'accord avec quelqu'un qu'on ne comprend pas. Et donc, on préfère avoir un acteur qui a des propos qui peuvent être tranchés, clairs, identifiés, qui ne va dire « je ne cherche pas uniquement à vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vais vous dire que j'ai des convictions ». Et lorsqu'on est face à quelqu'un qui a des convictions, lorsqu'on est face à quelqu'un qui a un engagement, lorsqu'on est face à quelqu'un qui a une grille de lecture de ce que peut être la société française ou de ce qu'il peut faire à l'issue de son activité, cela rassure fortement nos compatriotes. On parle beaucoup de démocratie participative, on parle beaucoup d'implication des citoyens, c'est vrai. Mais malgré tout, on reste un peuple avec un vieux fond de monarchie républicaine. Et dans cette période où on est amené à beaucoup parler de Napoléon, l'idée d'avoir quelqu'un qui a une vision claire, qui a une orientation et qui a la possibilité de pouvoir prendre à titre individuel des risques, non pas uniquement pour lui, mais parce qu'il croit quelque chose qui l'habite et qui le dépasse quelque peu, rassure fortement les citoyens. C'est vrai en politique, c'est vrai dans le monde de l'entreprise, et c'est le vrai, même d'une manière globale, à l'égard de l'ensemble des acteurs qui prennent la parole dans l'espace public. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Je voudrais vous remercier infiniment, te remercier infiniment. Déjà pour ces éclairages qui sont toujours très limpides et qui nous permettent d'y voir un peu plus clair, de décrypter. Puis je voudrais te remercier, toi et l'Institut que tu diriges, pour être fidèle à tous nos rendez-vous et en particulier ces 6 émissions qu'on a faites avec toi. Et c'était passionnant, des émissions que je vous incite à aller voir ou revoir sur le site d'EPA. 16h30, tu as ton taxi. Merci encore. On peut applaudir encore une fois Jean-Daniel Lévy. Merci. Alors, on va accueillir, ils ont été très attentifs, tous les trois participants de cette table ronde, le crépuscule des magistères. Christian Rodriguez, il est général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale. Il est maire de Neuilly-sur-Seine, vice-président de Paris-Ouest La Défense, conseiller métropolitain du Grand Paris et délégué général du Forum de l'Universel. Il va nous en parler, Jean-Christophe Fromentin. Et puis, les directeurs de Follows, Frédéric Abécassis. Tous les trois montent sur scène. Voilà, le crépuscule des magistères. Merci d'être là tous les trois. Perte progressive, dit-on, de l'influence des magistères traditionnels, les partis politiques, les syndicats, les enseignants, les journalistes. C'était très éclairant de voir ces chiffres qui sont très parlants. Il y a des sachants autoproclamés, influence du nombre de vues, du nombre de likes. Alors évidemment, je vais vous faire réagir. Mais peut-être, monsieur le maire, Jean-Christophe Fromentin, d'abord réaction par rapport à... je vous voyais acquiescer par rapport à ce que disait Jean-Daniel Lévy, être sincère, avoir une opinion claire et pas faire de l'eau tiède. Important, hein, ça s'est vu, hein, je crois que 72% de voix. Hein. 77. 77, pardon. Non, moi, je suis vraiment convaincu de ce qui a été dit. La sincérité, la lisibilité, les convictions, la cohérence aussi de la personne. Et non pas, il a une vie privée, il a une vie publique, et s'il y a un désaccord entre les deux, c'est pas grave. Non. Je pense que les deux doivent être accords, en tous les cas, quand on devient un personnage public, pour être dans cette sincérité, dans cette vérité, quelque part, comme ça a été évoqué. Si on est nous-mêmes dans des désaccords fondamentaux entre les différentes vies qu'on a, publiques, privées, professionnelles ou autres, tout ça détériore, dégrade la confiance. Donc, l'engagement politique, par essence, c'est un engagement qui doit transpirer la sincérité. S'il sonne faux, et il sonne malheureusement faux souvent quand
justement l'engagement politique devient un métier et quand fatalement, puisque c'est un métier et qu'on a besoin de ça pour vivre, il est revisité par des contingences personnelles, dès lors qu'on franchit ce seuil, on perd en sincérité. Donc voilà, il y a deux mots pour moi qui sont extrêmement importants, mais qui rejoignent un peu les propos qui ont été tenus. C'est la vérité, c'est être vrai dans l'engagement politique qu'on a, et être libre, parce que finalement les compromis, ils se font à l'aune d'une perte de liberté ou d'une certaine discipline auquel on n'adhère pas forcément quand il s'agit d'un engagement public. Moi, je tiens, vous voyez, c'est un peu atypique, mais depuis 2008 que je suis élu maire, député ou conseiller départemental. C'était pas gagné, puisque je connais bien notre commune pour habiter. Devant le Monoprix de la rue des Huissiers, c'était pas gagné à l'époque. Hein. Non, c'était... Mais j'ai toujours été élu sans étiquette. Vous voyez. Alors ça surprend. On m'a à chaque fois dit tu ne pourras pas aller plus loin parce qu'il faut être dans un parti politique pour progresser. Mais en fin de compte, chaque élection est plus authentique. Elle n'est pas, je ne me cache pas, je ne suis pas derrière un logo, une étiquette ou un système qui m'échappe. Je tiens à cette authenticité dans la relation politique que j'ai avec mes électeurs et je sais que voilà, ils votent pour moi ou pour l'équipe avec laquelle je travaille et qu'il n'y a pas de filtre. Donc ils votent par rapport à des convictions et un projet quand je me suis présenté pour la première fois, par rapport à des nouveaux projets et un bilan quand je me suis représenté à des élections. Et je tiens à ça. Et je relisais récemment un texte qui est très éclairant, qui est un texte de la philosophe Simone Veil qu'elle a écrit en 1940, que je vous invite à lire parce que dans le contexte actuel, il sonne juste, qui s'appelle « Note sur la suppression générale des partis politiques ». Et finalement, Simone Veil explique dans cette note que les partis politiques procèdent d'un cycle. Un cycle qui est assez vrai, qui se fait en vérité sur des convictions, un idéal, des grands enjeux. Et puis, au fur et à mesure qu'ils remportent des succès électoraux, finalement, le système, les succès, prennent le dessus sur ce qui a été à l'origine du parti. Et qu'à un moment, la survie du système prévaut, bien plus importante que ce qui en a été à l'origine. Et qu'une fois qu'on est sur ce seuil, là, on est en zone de risque pour le territoire, pour le pays, pour la ville, pour tout le monde, parce que finalement, on n'adresse plus le projet dont le pays a besoin, on n'adresse plus un projet à l'aune d'un certain nombre de valeurs, on construit l'entre-soi, on construit les conditions de sa survie. Oui, voilà. Et à ce moment-là, les critères ne sont plus les mêmes. Alors, je voudrais me tourner vers vous, Christian Rodriguez. Merci, mon général, d'être avec nous. On le voit à travers ce que nous dit Jean-Christophe Fromentin. Quelque part, les élections nous obligent. Hein. Il y a une obligation vis-à-vis de ceux et celles qui ont voté, qui ont élu une personnalité. Quand on est au service des autres, de la sécurité des autres, on doit composer. On parle de compromis depuis le début de cette journée. On doit composer en particulier avec les maires. Racontez-nous, parce que la gendarmerie, c'est quand même un statut unique. Hein. Vous avez coutume de dire, on est un peu le village des Schtroumpfs. Hein. Oui, c'est vrai que je vous l'ai dit. J'aurais peut-être pas dû, mais c'est très vrai. En fait, c'est la gendarmerie, c'est une force de police avec un statut militaire. C'est un héritage de Napoléon. On le retrouve dans beaucoup de pays latins. On le trouve un petit peu par hasard aux Pays-Bas, par exemple, en Afrique, bien sûr, et un peu au Moyen-Orient. Et c'est 100 000 femmes et hommes qui veillent sur la sécurité d'un peu plus d'un Français sur deux, ce qui n'est pas forcément très intuitif. Gendarmerie. La fameuse zone gendarmerie qui couvre 95% du territoire et qui, si je reprends les termes que j'ai entendus tout à l'heure, j'aurais dû venir plus tôt, c'était passionnant, est en fait cette France périphérique et cette France des ronds-points. Et que l'on a d'ailleurs observé de très très près pendant, bien sûr, la crise des Gilets jaunes, mais également pendant le premier confinement. Mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. Oui, volontiers. Une autre caractéristique de la gendarmerie, c'est que le gendarme, donc militaire, vit en caserne, au cœur même de la population sur laquelle il veille, et sous le contrôle social de cette même population. Je suis fils de gendarme, et donc d'un simple gendarme, si j'ose dire, et le nombre de fois où mon père m'a dit « tiens-toi tranquille », parce que si d'aventure tu fais des trucs pas trop prévus, ça me gênera moi dans mon travail de gendarme au quotidien. C'est-à-dire que ce rôle normatif sera finalement minoré, effacé par mon comportement. En gros, tu n'es même pas capable d'élever ton fils, donc ne viens pas m'embêter dans mon quotidien. Et la gendarmerie, donc 700 ans d'existence, est une force qui,
au fil du temps, et je vais en arriver à la question sur notamment la relation à la population et aux élus, qui a quand même été construite sur sa relation au territoire et à la population. Et on essaye de le faire plus avant. La crise sanitaire nous a permis de le faire, nous a aussi permis de nous rendre compte combien des territoires qui ont souffert d'une forme de désocialisation, des territoires plus fragiles. Et en fait, ces territoires-là sont ceux des zones rurales et périurbaines. C'est cette fameuse France des ronds-points, si d'aventure on n'avait pas compris le signal qui était porté par les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, sur notre plan stratégique, notre premier but, en fait, le sens, là aussi je reprends des termes que j'ai entendus tout à l'heure, mais l'existence de la gendarmerie n'a de sens que si on est tourné vers la population et vers ceux qui représentent la population. Oui, tous les acteurs. On va y revenir. Qu'est-ce que ça a changé, cette crise Covid? Vous disiez tout à l'heure que ça a éclairé pas mal de sujets. Hein. Oui, dans le premier confinement, alors le gendarme, dans sa caserne, en fait, confiné, entre guillemets, et pas de vacances, tout était bloqué, mais il se retrouvait confiné à l'endroit où il travaillait. Donc en gros, il travaillait. Et on avait, la gendarmerie, c'est 100 000 personnes, on avait tous les jours 60 000 gendarmes qui patrouillaient dans les territoires. Il n'y avait rien. Quand il y avait un voleur qui passait par là, tout le monde lui tombait dessus. En gros, c'est moi qui prends la garde à vue, tu me la laisses, c'est mon tour. Et au final, pendant cette période-là, on s'est rendu compte que les maires étaient un peu seuls en première ligne. Bon, c'est souvent le cas, mais alors là, pour le coup, le maire était vraiment seul. Quand il avait des masques, il ne savait pas comment les distribuer, il ne savait pas comment les récupérer. Les soignants étaient menacés dans les résidences mêmes dans lesquelles ils vivaient. On avait, j'ai souvenir de personnes âgées dans un village corse qui avaient la malchance de ne pas être dans le village qui avait la pharmacie. Et au final, on a monté une opération qu'on a appelée Répondre au présent. Et j'ai demandé aux gendarmes de se rapprocher des plus vulnérables ou des gens les plus en difficulté. Ça a été les soignants qu'on a raccompagnés. On a même nourri des soignants. Ça a été les élus que l'on a accompagnés aussi dans la relation avec les habitants de leur commune. Ça a été les personnes âgées. On a amené des médicaments à des personnes âgées. On a amené des cours à des enfants qui n'avaient pas Internet. Ça, c'est pas forcément su. Hein. Ça c'est un peu su parce qu'on a eu une Marianne d'or qui habituellement est plutôt donnée. Enfin, c'est les élus donnent un prix aux élus. En tout cas, ça s'est su dans les territoires. Bon, c'est les parlementaires qui m'en ont beaucoup parlé pendant et après. Mais en fait, on a retrouvé le sens du service à la population. En fait, on doit être avec la population. Et on va voir comment vous faites pour évoluer, parce que la gendarmerie bouge. Ça, c'est pas forcément su. On a parlé dans les réseaux sociaux de cette Marianne, cher Frédéric? Cette Marianne. La Marianne qui a été attribuée à la gendarmerie par rapport à ses bons et loyaux services. Curieusement, pas forcément. Ouais. Non, c'est pas. Il y a d'autres sujets qui sont quand même pris en compte sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'influenceurs, notamment qui disaient de rester chez vous, le fameux rester chez vous. Ouais. Ça avait été pris à bras le corps, mais ça n'a pas été forcément relayé. Alors, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de cette initiative du groupe IGS, de cette nouvelle école. Cette école, donc, Follows, dont tu es le directeur. Et tu es un garçon passionné, 25 ans d'expérience, communication, dans l'influence aussi. Parle-nous de cette école, de ses fondamentaux et puis de ce qu'elle a envie, hein, puisque les parents éduquent, l'école instruit. Est-ce que vous voulez instruire, justement? Bah oui, bien sûr. Il n'y avait pas forcément les enseignants dans le classement, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une forte confiance aussi envers les enseignants, c'est normal. Follows, donc école du groupe IGS, qui ouvre en septembre. École du marketing d'influence, la première en France à ce jour. Pour l'instant ouvert au Bac+2, une formation en 1 an. Donc pour les Bac+2 qui ont plutôt fait un BTS en com ou en marketing et qui vont se spécialiser sur le marketing d'influence. C'est quoi le marketing d'influence? En gros, c'est tous les rouages entre une marque et un influenceur. Une marque utilise un influenceur ou une influenceuse ou plusieurs. Mais il y a plein de choses qui se passent entre tout ça. Ça vaut... le coup de faire tout un programme, parce qu'il y a plein de métiers dans l'influence aussi. Que ce soit chez l'annonceur, maintenant, il commence à y avoir des Chief Influence Officer, donc c'est les responsables influence au sein d'un département de communication, comme il y avait des responsables télé ou radio avant, il y a 20 ans, dans les départements de communication des annonceurs. Il y a des agences, évidemment. Alors, il y a des agences traditionnelles, les Havas, Publicis, etc., qui ont des départements influence maintenant. Et puis, il y a des agences purement influence. Il y en a beaucoup qui sont nées. On en connaît au groupe IGS comme l'agence Woo, avec qui on est très proche. Il y a aussi Bolt Influence, il y en a plein, Reach, Influence for You.
Il y a bien sûr le métier d'influenceur, on va y revenir. Il y a le métier d'agent d'influenceur. Et puis il y a le métier aussi de ce qu'on appelle community manager, qui est en train d'évoluer vers social media manager. C'est la personne qui est chargée de driver la communauté de l'influenceur et de faire en sorte qu'elle grossisse et de manière honnête et transparente. C'est important qu'on parle de ça. Qu'est-ce que c'est ces influenceurs? C'est ceux et celles qui sont à Dubaï? C'est les Marseillais à Dubaï? Non, mais oui, tu peux oui, couper oui. à ça. Il y a malheureusement cette image-là, l'image véhiculée par l'émission d'énergie 12, notamment les enjeux de télé-réalité. Pour info, elle s'arrête et il passe à une autre émission. Ils vont être alors. Non, ça change complètement. C'est Arthur qui va produire une émission qui va s'appeler Followers, qui sera plus justement sur les métiers, sur comment on est influenceur, comment ça marche, c'est quoi les relations avec les marques. Donc, qu'est-ce que c'est un influenceur? Qu'est-ce que c'est un influenceur? Le premier influenceur historique, c'est le Père Noël, si vous voulez qu'on remonte très loin en arrière. Pas le Père Noël à l'époque, qui était en vert il y a bien longtemps et qui s'appelait Saint-Nicolas. Et puis Coca est arrivé. Santa Claus. Aussi, ou Santa Claus. Exact. Coca est arrivé et a fait des premières illustrations avec le fameux Père Noël aux couleurs Coca, rouge et blanc, la barbe blanche, etc. Et en fait, c'est venu de là. Et le Père Noël, c'est une illustration Coca dans les années 20. Et derrière, Coca a vendu des centaines et des milliers et des millions de bouteilles de Coca parce que les enfants voulaient boire du Coca comme le gros monsieur qui est sur la photo. Il y a une seule année où Coca a été battu dans le monde par Pepsi, c'est l'année où Michael Jackson a fait un spot télé pour Pepsi. Michael Jackson, influenceur à ce moment-là. L'idole de tout le monde, de tous les jeunes. Les jeunes veulent boire comme leur idole. Donc ils boivent du Pepsi comme Michael Jackson. Qu'est-ce qu'on a comme influenceur en France? On parle beaucoup de brut, là. Oui, alors ça, c'est une nouvelle forme de journalisme. Mais effectivement, on va faire un petit jeu assez rigolo parce qu'il y a une fracture générationnelle. Qui, dans cette salle, connaît Richard Gottener? Le Mambo du décalco. Pape de la pub, plein de tubes. Que tu as reçu d'ailleurs. J'ai la chance de connaître personnellement en plus, voilà, dont les jingles mythiques ont aidé à la vente de Banga, Belle Deschamps et compagnie. Oui, et puis il y avait Infinitif, vous vous souvenez, qui était tiré de Primitif, en fait. Voilà. Moi, aimez-vous Primitif? Donc, grand pape de la pub, bon, là, dans cette salle, vous êtes nombreux à le connaître. Qui connaît Squeezie dans cette salle? Il y a déjà moins. Il y a des mains qui se lèvent aussi à distance. Il y a moins. Oui, il y en a moins. On aurait une salle de 16-34 ans, c'était le rapport inverse. D'accord. Gottener, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qui c'est. Squeezie, c'est 16 millions d'abonnés en France. 16 millions. Ça veut dire c'est l'audience d'une demi-finale de Coupe du Monde avec les Bleus. Je préfère parler de la Coupe du Monde pour les Bleus que de l'Euro. 16 millions, c'est un Français sur 4. Alors, pas dans cette salle, effectivement, mais si vous allez dans un resto traditionnel qui accueille de 15 ou de 10 à 90 ans et que vous demandez, il y aura une main sur 4 qui va se lever à peu près dans le resto. 16 millions, ça va peut-être paraître M. Fromentin, c'est plus que le nombre de votants au régional. Il y en a eu 15 millions. Donc il y a un gars en France qui arrive à faire plus que le nombre de votants au régional. Les politiques commencent d'ailleurs à s'engouffrer dans la brèche. Alors, je pouvais parler de McFly et Carlito, 10 millions d'abonnés. Je pense que là, McFly et Carlito, tout le monde sait maintenant. Parce que reçu par le président. Par Emmanuel Macron. Après, on en pense ce qu'on veut là-dessus. Est-ce que Macron a désacralisé la fonction? De Gaulle n'aurait pas fait ça? Est-ce qu'au contraire, comme il est moderne, voilà, il a 40 ans, etc. C'est bon. En tout cas, c'est un beau coup de com'. En tout cas, il sait que s'il veut repasser aux prochaines élections, il a besoin aussi des votes des 18-24. Donc McFly et Carlito, c'est très malin. Et puis il y a Gabriel Attal qui fait des Twitch maintenant. Exact. Ouais, donc forcément, l'influence politique arrive. Alors justement, je vais faire réagir Jean-Christophe Fromentin par rapport à ce que tu dis, Frédéric. Réseaux sociaux, Jean-Christophe, versus le courrier qu'on reçoit en tant que maire, c'est considérable. Influence des réseaux sociaux, réaction sur ce sujet-là, puis après on va revenir sur votre engagement, ce que vous promouvez. Moi, je pense qu'il faut faire quand même très attention parce que oui, quand j'analyse le courrier ou les réactions sur les réseaux sociaux, mais je dis bien le courrier aussi, les réactions sur les réseaux, j'ai quasiment la perception inverse de celle que j'ai dans la vie réelle, à la fois au travers des rencontres que je fais dans ma vie d'élu, et puis au travers de ce qui s'exprime aux élections. Alors pas forcément dans le dernier scrutin qui n'est pas forcément le plus significatif, mais en tous les cas, moi, je me suis présenté 8 fois à des élections, donc j'arrive à comprendre un petit peu la tendance. Mais vous voyez, si je calque ma politique sur la réaction des réseaux sociaux,
je fais la politique inverse que celle que je fais quand je la calque sur les réactions dans la vraie vie. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et moi, je mets en garde mes élus qui surréagissent en permanence en disant « Ah, on a dit ça sur les réseaux sociaux, il y a tel problème dans Il faut réagir tout de suite. etc. » J'ai dit « Non, attention, ce n'est pas... » Et c'est le risque, ce n'est pas à nous de nous mettre au rythme des réseaux sociaux. On est mort si on va sur cette pente. C'est à nous, bien entendu, de les regarder, de les considérer, mais les pondérer à l'aune de ce qu'ils représentent. Et je pense que le risque, c'est de suivre, surtout quand on représente l'intérêt public, le risque de suivre les influenceurs, parce que les influenceurs répondent à d'autres critères, à d'autres principes, à d'autres objectifs. Donc la politique, elle ne doit bien entendu pas ignorer cette réalité virtuelle. Elle ne doit pas non plus le faire au détriment de la réalité tangible, présentielle, du terrain, du émotionnelle aussi, quoi. Alors justement, par rapport à ça, le terrain, le concret, le temps long, on parlait d'instantanéité tout à l'heure, d'immédiateté avec, je crois que c'était Isabelle qui faisait référence sur ce tempo. Vous êtes engagé sur un tempo depuis de nombreuses années, on parlait de cap clair, de conviction, et l'engagement que vous avez s'est révélé pertinent avec cette crise Covid. C'est la métropole, c'est les territoires, c'est cette pensée... hors sol aussi, versus les aspirations réelles des gens. Racontez-nous, parce que c'est un long chemin, un long combat, et qui devient de plus en plus audible. Hein. On peut s'arrêter 2 minutes sur le temps, c'était évoqué tout à l'heure. C'est vrai que la notion de temps, elle est pleine d'enseignements et pleine de promesses. Pour moi, il y a vraiment 3 temps qu'il faut considérer, quels que soient d'ailleurs nos engagements politiques ou économiques ou autres. Il y a un temps court. Le temps court, on ne peut pas l'ignorer, c'est le temps de la réaction, c'est le temps de la disponibilité. C'est les masques, hein, par exemple. Hein. C'est le temps des masques, c'est le temps de l'urgence, c'est le temps aussi du réconfort. Hein. Certaines personnes vous alertent, elles ont besoin de ce temps court, de cette disponibilité. Que faisait Stéphane Richard quand il nous disait qu'il allait au contact, hein. Le temps long, c'est le temps de la lisibilité qui a été évoqué tout à l'heure sur l'analyse de l'opinion. Quand on dit il faut décrypter l'homme politique pour comprendre où il va, quel est son objectif, il a cette obligation, il a ce devoir du temps long. Ce qu'on regrette souvent, moi ce que je regrette en tout cas dans les campagnes électorales nationales, c'est que c'est le temps court ou le temps moyen court, mais le temps long, la vision, elle est peu exprimée finalement. Et elle est peu exprimée parce que je pense qu'on a peur d'y aller, on a peur de s'y lancer. On se dit, est-ce que justement elle va rencontrer ce temps court des influenceurs, ce temps court des réseaux, ce temps court des réactions, ce temps court des médias. Et donc se mettre sur le temps long, c'est se mettre en risque. Mais pourtant, et c'est un devoir, si on veut acquérir cette lisibilité et avoir cette prime à la sincérité qui est fondamentale. Et puis il y a un 3e temps, c'est le temps large ou c'est le temps profond. C'est le temps dans lequel les convictions, les valeurs, le regard un peu holistique aussi, ouvert, finalement s'exprime. Ce temps large, c'est celui qui nous oblige aussi à sortir de notre univers politique, économique, associatif, militaire ou autre. On est très tenté par rester et s'installer dans cette zone de confort qui est celle du secteur dans lequel on travaille ou du cercle d'amis qu'on peut avoir. Le temps large, c'est celui par lequel on accepte d'aller au-delà de ces limites que sont celles de notre écosystème relationnel ou personnel. Et je pense que tous, on doit construire, si on veut développer, si on veut construire ou avancer, on doit considérer ces 3 temps, ce temps court, ce temps long et ce temps large. Et on doit veiller, ça c'est un dernier point, on doit veiller aux asymétries. C'est-à-dire que l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Et il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, quand on parle réseaux sociaux et temps long, on a cette asymétrie. On nous dit qu'il faut réagir tout de suite, autrement tu es disqualifié. Or non, il faut aussi garder la disponibilité, le discernement, l'approche critique sur le temps long. Donc le temps est challengé en permanence par une accélération. Le sociologue allemand Hartmut Rosa a fait un excellent livre, Accélération, sur justement le risque de devenir tributaire de l'accélération. L'accélération, si on ne la maîtrise plus, c'est le cas à mon avis de beaucoup d'acteurs, trop d'acteurs aujourd'hui, elle nous dilue, elle nous entraîne, elle nous fait perdre notre esprit critique, nos moyens d'action et notre discernement. Vers là, il faut aller à l'aune de ce qu'on a envie de faire.
Alors justement, on va en reparler, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous promouvez avec, en particulier ce que vous faites avec le Forum de l'Universel et ce que vous mettez en avant par rapport à tout ça. Il est venu le temps pour la gendarmerie d'évoluer. Ce n'est pas vous qui allez me contredire, Général Rodriguez. On commençait à en parler. Jean-Christophe Fromentin y est sensible. La gendarmerie qui est dans la cité, on va sortir j'allais dire presque d'un cloisonnement où laissez-nous faire, on sait ce qu'il faut faire, et puis voilà. Ça change, ça pivote, comme on dit, hein. C'est en train de bouger. Oui, alors si on veut être correctement au service de la population, il faut à un moment donné accepter l'idée qu'on puisse nous dire, enfin que l'on entende si on est ou non performant. J'entendais tout à l'heure cette notion de rendre des comptes. Il faut qu'on rende des comptes. Donc on a développé ce qu'on a appelé le principe de redevabilité. Bon, je vous le concède, c'est une mauvaise traduction. Et l'avantage, c'est qu'on voit à peu près assez vite ce à quoi on pense. Et on est en train de construire, d'expérimenter avec les maires qui sont chez nous. Bon, ce n'est pas votre cas, mais on a une immense majorité des maires, compte tenu de la superficie que nous couvrons. L'idée est 95%, on a dit. Absolument. Et donc l'idée est d'expliquer, de partager le constat. Enfin, globalement, on est très vite sur le même constat. Crime, délit, incivilité. Globalement, on a à peu près les mêmes chiffres. Cela étant, il y a 20 ans, on ne les partageait pas, les chiffres. Donc il y a quand même eu des évolutions. Dans le même temps, comme on géolocalise en permanence nos patrouilles, on est capable d'avoir une forme de carte de chaleur qui permet de voir l'intensité des patrouilles à un endroit donné sur la circonscription de la commune. Donc on le partage aussi. Et on dit au maire, voilà ce que l'on a fait sur le mois écoulé. J'ouvre une parenthèse, pardon. Les datas, hein, les données dont parlait Stéphane Richard tout à l'heure, géolocalisation, la gendarmerie, c'est tout en temps réel sur les forces en présence et cette carte de chaleur, hein, intéressant. Hein. Moi, je peux voir alors, je n'ai pas l'appareil qui permet de le faire en mobilité, mais chaque gendarme a néo-gendre, enfin, c'est un smartphone ou une tablette, et on peut voir instantanément toutes les patrouilles, France entière, Outre-mer compris. Donc je dirais un petit mot sur les algorithmes et ce que nous faisons aujourd'hui. Donc l'idée est vraiment, avec ces cartes de présence sur le territoire, de dire au maire, voilà ce que l'on a fait, voilà ce que l'on a constaté, on superpose les deux couches, et on présente ce que l'on a l'intention de faire dans le mois qui vient. Alors ça, c'est un vrai changement. Parce que jusqu'à présent, vous accompagnez, vous assuriez la sécurité, mais là, on est presque, et ça nous parle à nous, dans les entreprises, en particulier les ressources humaines, on est en co-construction là. Hein. On est complètement en co-construction. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que les maires étant, je le disais, en première ligne, ils sont complètement légitimes à être présents. Bon, il y a une autre raison, c'est que quand on est du même côté de la table, c'est quand même plus facile d'avancer ensemble plutôt que d'avancer l'un contre l'autre. Et puis le citoyen n'a rien à gagner à ce qu'on regarde chacun dans notre coin ce qu'il y a lieu de faire. Et donc on confronte, en fait, on expose les modalités de notre action sur le mois qui suit. Et puis le maire nous dit, je préfère un peu plus là, un peu moins là, un peu plus vert, un peu plus rouge. Et on reconstruit en fait le service tel qu'on va l'organiser. Et le mois suivant, on fait le même bilan de manière itérative. Donc on expérimente ça dans 11 départements aujourd'hui. On va le généraliser dans le courant de l'année. Donc on a cette conscience que l'on doit rendre compte et rendre des comptes. Donc on va continuer à développer cela. Et dans le même temps, et c'est aussi des choses que l'on présente aux élus, puisque actuellement on l'expérimente également, et on présente le dispositif, on travaille avec des algorithmes. Alors, encore une fois, les termes sont complètement impropres, et sans doute beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi sur ces domaines-là, mais en fait, des données, on a plus qu'il n'en faut. On a des data scientists qu'on forme, qu'on recrute, donc on a aussi tout ce qu'il faut pour traiter la donnée. Et on a 2 algorithmes qui tournent en ce moment. Le premier permet d'éviter d'avoir trop de gendarmes la nuit. Dans beaucoup de départements, la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, on a plein de patrouilles qui tournent. On a chaque jour entre 15 et 20 000 patrouilles qui tournent. Mais quand les patrouilles tournent la nuit, le gendarme qui tourne la nuit... Il dort le jour. Il dort le jour. Alors, il n'y a pas de notion de durée, de temps de travail parce qu'il est militaire, mais pour autant, s'il tourne pour rien, c'est un peu dommage. Et donc l'algorithme nous dit qu'il faut tant de patrouilles à tels endroits, à tel moment, et il est construit sur les interventions des 5 dernières années. Donc il y a une cartographie. Hein. Absolument. Et donc il y a un réglage fin à trouver. Et on est sur donc du coup, on cherche une juste suffisance des patrouilles pour avoir davantage de monde le jour.
Sur le département de l'Isère, bon, c'est un gros département avec de 1300 gendarmes qui sont engagés. Il est chaud, hein, on parlait de carte de chaleur. C'est assez chaud, il y a beaucoup de patrouilles, il y a pas mal d'activités. On réussit à dégager 40 gendarmes tous les jours. Donc c'est des ETPT, pardon pour le côté techno des choses, mais c'est tous les jours. On a 40 gendarmes qui en fait ne tournent pas la nuit et sont présents le jour. Et ces gendarmes-là, leur rôle, c'est d'être au contact des élus et de la population. Donc ça, c'est un algorithme qui permet de gagner de la marge de manœuvre le jour et d'être plus présent le jour. Parce que notre premier métier, c'est pas d'arrêter les voleurs, c'est qu'il n'y ait pas de voleurs. De prévenir, en fait. Et pour qu'il n'y ait pas de voleurs, il faut déjà tenir le terrain. Et deuxième algorithme, on l'a fait sur des cambriolages et on est en train d'élargir le périmètre, vise à dire aux gendarmes, sur son téléphone, avec une carte de chaleur encore une fois, où est-ce qu'on a un risque d'occurrence d'un cambriolage, à quel moment et à quelle heure. Plus c'est rouge, plus il y a un risque de cambriolage. Ce n'est pas de prédictivité, mais une prévision supposée, pour que le gendarme soit au bon endroit au bon moment, pour au mieux éviter le cambriolage, à défaut, être capable d'intervenir plus vite et faire un flagrant délit. Je vais passer la parole à Frédéric tout de suite, mais réaction sur les caméras. Il y en a à Neuilly, général. Les caméras, c'est un excellent moyen d'optimiser aussi la présence des forces, d'être présent là où il se passe quelque chose. C'est aussi un excellent moyen d'anticiper et de deviner un petit peu ce qui se passe. Il y a aussi un effet de... En fait, ça déporte les délinquances, mais de dissuasion, mais parfois au détriment d'autres choses. Pour autant, ça permet de résoudre, parce que du coup, quand on a une photo, on arrive à capter un élément qui permet, dans le cas de l'enquête judiciaire, plus facilement d'interpeller et de faire condamner les auteurs. Donc moi, je suis complètement pour, ça marche bien. Juste une réaction, puis je passe la parole à Frédéric. Non, bien sûr, c'est à la fois un outil de police judiciaire. Là, j'avais les chiffres justement ce matin sur l'année 2020. On a fait il y a eu un peu plus de 500 réquisitions d'images qui ont eu des effets positifs sur l'enquête. Donc c'est extrêmement concret. Après, les caméras, s'il n'y a pas les moyens d'intervention, des patrouilles et une optimisation, vous le dites, des équipes sur le terrain, elles tournent un peu à vide. Donc il faut absolument qu'elles soient un outil d'aide à l'intervention et pas une fin en soi. Voilà, ça rejoint ce qu'on dit toujours. Le digital, tous ces moyens de communication doivent être au service de l'humain et l'humain doit être derrière. Justement, Frédéric, par rapport à l'humain, par rapport à ces données, comment on va pouvoir enseigner chez Follows, dans cette école, donc coup d'envoi, tu l'as dit, en septembre, comment on va transmettre justement Parce qu'on va centrer autour de l'humain, de l'authenticité, de la sincérité. Alors par caméra interposée, comment ça va se passer? Non, on va essayer de faire des cours en présentiel surtout. Ah, ça nous fait du bien. Non, comme on est trop ravis de se voir ici tous. Non, l'idée c'est d'essayer d'être en présentiel le plus possible. Et effectivement, l'influenceur peut avoir une image, et t'as pas tort, sur, encore une fois, l'histoire de Dubaï, les machins, etc. Donc il y aura beaucoup de cours pour montrer que c'est vraiment un métier authentique. Beaucoup de cours aussi autour du droit, puisque à la fois il y a des marques qui ont parfois trimballé, excusez-moi du terme, des influenceurs. Il y a des influenceurs qui n'ont pas joué le jeu. Donc tout ça c'est important. Autour de l'éthique, il faut savoir quand même qu'il y a 2/3 des influenceurs qui ont déjà refusé de travailler pour une marque parce qu'ils n'en partagent pas les valeurs. Ça, vous ne saviez peut-être pas si, vous avez peut-être l'impression que les influenceurs faisaient un peu tout n'importe quoi sur le... Alors c'est un petit peu comme quelqu'un qui choisit ou non de rejoindre une entreprise, il faut qu'il adhère à ses valeurs. On est en plein dedans, avec effectivement aussi la RSE, etc. C'est qu'il y a quand même, les influenceurs regardent de très près les sollicitations, pas seulement financières, ils ne sont pas juste en train de penser pognon, etc. Et s'ils ne partagent pas les valeurs, ou si on leur demande de faire trop de publicité dans leur création de contenu, évidemment qu'ils doivent en faire. Mais si ça devient juste se transformer en homme ou femme sandwich, ils disent non. Et ça, on va aussi inculquer ces valeurs-là chez Follows. Donc il y aura aussi tout l'aspect réglementaire, effectivement. Il y aura l'aspect production et création de contenu, parce que, on parlait de Squeezie tout à l'heure, Mike Fly et Carlito, ils n'ont pas 16 ou 10 millions d'abonnés pour rien. Ils vous font pas rire. Moi, Squeezie me fait pas rire. Par contre, je reconnais que c'est incroyable comment il produit. C'est super bien produit, super bien monté. Il a compris les codes du digital. C'est bien, voilà. C'est saccadé, c'est comme il faut. C'est pour ça que les marques se les arrachent, entre guillemets. Voilà. Quand à un moment, ces chiffres que j'annonce d'abonnés, que chaque vidéo de Squeezie est vue 6 millions de fois, à peu près. Donc plus que le JT, hors grand événement. Le JT de TF1, c'est 5,5 téléspectateurs. Quand les jeunes, qui sont leurs cibles, les 16-24, passent 6 heures par jour sur Internet, dont 4h40 sur les réseaux sociaux. Comment on les trouve? On ne va pas les trouver en faisant de la pub à 20h40 sur TF1. J'ai rien contre TF1, mais on ne les aura pas. Et il y a un moment,
L'Oréal, Là, on est vraiment dans les nouvelles tendances de McDo, communication. Procter & Gamble, etc., s'ils veulent toucher les jeunes, effectivement, c'est par l'influence. Et après, il faut tout cadrer. C'est pour ça que l'école servira à ça aussi. Il faut bien cadrer avec l'influenceur, il faut bien cadrer la production et la création de contenu. Ce sont des métiers, ça s'apprend. Il faut bien vérifier que les abonnés ne sont pas des faux abonnés. Donc, il y a l'histoire d'algorithmes, on parlait d'algorithmes tout à l'heure. Il y aura des cours sur les algorithmes des réseaux sociaux. Intéressant aussi ce que tu nous dis sur la production, c'est-à-dire que c'est pas fait voilà, comme à la maison. Hein, et Non. voilà. Bah, Quand on a des marques, le DRH de L'Oréal France, Benoît Serre était avec nous ce matin, oui. on ne fait pas n'importe quoi. Non, là, on ne peut pas. Si L'Oréal nous sollicite, on ne peut pas faire ça avec son smartphone dans une pièce semi-éclairée à 22h et en se contentant d'hurler. En montrant ses cheveux. En montrant ses cheveux. Donc Ouais. c'est plus possible. Je reviens encore à Squeezie, vous allez croire que c'est mon idole et pourtant non. C'est un vrai studio de prod qu'il a. Regarde, enfin, il y a de l'éclairage, il a des aussi beaux spots que ça chez lui. Maintenant il a les moyens, hein, largement. Mais il y a il a du matériel de cinéma quasiment chez lui. Chez lui, Jean-Christophe Fromentin, chez lui, chez elle, beaucoup de Français, évidemment, dans cette séquence qu'on vit depuis 18 mois, sont restés chez eux. D'autres ont voulu bouger. Moi, j'ai coutume de dire, en parlant de vous, il y a toujours un temps d'avance, Fromentin. On ne vous écoutait pas à l'époque. Et là, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Hein. On voit les chiffres de l'immobilier qui caractérisent ce qui est en train de se passer. Phénomène de fond. Hein. Alors, en 2018, j'avais sorti un livre qui s'appelait « Travailler là où nous voulons vivre », en disant probablement que la révolution industrielle nous a amené à vivre là où il y avait du travail, parce qu'il y avait un besoin de masse critique et qui générait la concentration urbaine. Et la révolution numérique nous a amené à faire le mouvement inverse, faire travailler là où on veut vivre, puisque finalement, de plus en plus, la technologie nous permet de ramener à nous, de ramener vers nous, de ramener chez nous un certain nombre de services et de ramener le travail aussi. C'est ce qu'on voit avec le télétravail. Et ce mouvement, moi, je l'avais vu en 2015-2016 en combinant trois constats. Le premier constat, c'était une grosse étude sur 70 000 Français de l'Institut Montaigne qui expliquait en substance, c'était une étude sur les déterminants, qu'est-ce qui détermine nos vies, et qui disait en substance qu'il y avait juste une inversion de deux déterminants qui allaient être stratégiques et majeurs dans les années à venir, c'est que le déterminant bien-être passait devant le déterminant réussite. Et quand le déterminant bien-être passait devant le déterminant réussite, probablement après, toute une série de conséquences, d'effets d'entraînement allaient se Ça a doublé aussi passer. le déterminant salaire, ce déterminant bien-être. Avec, oui, toute une série de pondérations, carrière, salaire, etc., qui viennent. Le deuxième élément, c'était le hiatus, en fin de compte, entre un monde qu'on comprend comme étant un monde en réseau, c'est la promesse technologique, c'est une promesse de réseau, et l'injonction métropolitaine qui semblait être, encore quelques années, pour beaucoup, la doxa universelle. Le monde serait métropolitain ou ne serait pas, et la promesse serait de concentrer quasiment 90% de l'humanité dans 200 villes à l'échéance 2035-2040. Et je ne comprenais pas, vous voyez, ce hiatus entre finalement une promesse technologique et une promesse distribuée, et une promesse de vie qui est une promesse concentrée. Et de dire, en fin de compte, si on croit justement à cette promesse distribuée, qui est celle de la technologie, alors le monde concentré va devenir un monde obsolète, parce que finalement, il y a une promesse de progrès dans la technologie qui va être neutralisée par la densité ou l'hyperdensification. Et puis le troisième élément, c'était pour avoir poussé la logique métropolitaine, et c'était un exercice que j'ai fait quand la métropole s'est construite, quand on a construit le syndicat mixte Paris Métropole, et puis que les perspectives de la métropole du Grand Paris sont arrivées, je me suis dit, si on pousse le curseur métropolitain au maximum, est-ce qu'il est un progrès en termes social ? Est-ce qu'il est un progrès en termes économiques ? Est-ce qu'il est un progrès en termes environnemental ? Et quand je poussais les curseurs, je n'arrivais à aucun progrès. Sur le plan économique, d'abord, dans la mesure où, quand on analyse la structuration de notre économie, finalement, elle perd petit à petit ses avantages comparatifs, elle se standardise, elle se surexpose du coup par rapport à la concurrence internationale. Et vous avez peut-être vu l'analyse récente de Rexecode sur le commerce extérieur qui dit que la France décroche magistralement, y compris par rapport à ses voisins de la zone euro. Et quand on regarde finement les chiffres, on voit qu'on décroche parce qu'on est surexposé sur des champs concurrentiels qui ne
qui n'intègre pas la différenciation, la diversité, les avantages comparatifs enracinés qu'un pays comme le nôtre peut avoir, et que finalement la métropolisation, elle participe d'un phénomène de standardisation et donc de surexposition économique. Donc on pousse le curseur sur l'économie, on dit finalement abandonner cette diversité géographique, culturelle, territoriale, c'est renoncer petit à petit à irriguer, à fertiliser ce qu'on a de singulier et ce qui nous qualifie dans la mondialisation. Quand on pousse le curseur social et qu'on regarde les études sociologiques, toutes montrent qu'il y a une perte de socialité dans la densité et qu'on confond un peu promiscuité et proximité. Et qu'en fin de compte, plus l'ère de vie est ouverte, plus on a d'espace pour accueillir l'autre, plus on a d'espace pour pratiquer l'hospitalité, plus on est détendu, plus la socialité est forte. Et là aussi, vous voyez, la promesse métropolitaine densifiée, puisqu'il n'est plus question de faire d'étalement urbain, est une promesse qui ne répond pas à cette attente sociale. Et dans une étude, je crois, du Conseil économique et social sur les craintes, les grandes peurs urbaines qui étaient sorties en 2015, j'avais été surpris de voir qu'après la sécurité, l'isolement était la deuxième crainte. Et je m'étonnais, vous voyez, là aussi, de ce hiatus entre une promesse de proximité, vue comme telle, et finalement son corollaire qui est une perception d'isolement. Et le risque qu'on a souligné, c'est-à-dire l'artificialisation des relations sociales par le truchement du virtuel si on nous prive de mètres carrés. Alors ça, c'est le deuxième. On a vu l'économique, le social et l'environnemental. Et là, vous voyez, j'ai été, il y a 1 an et demi, juste avant la crise, ou 2 ans, j'étais à Shenzhen, rencontrer le maire de Shenzhen, donc au sud de la Chine, près de Hong Kong, puisque c'est une des villes champignons les plus récentes en Chine. Et je lui dis, vous avez intégré quasiment dès le départ la préoccupation environnementale parce que le sujet est arrivé au moment où votre ville a accéléré son développement. Il me dit oui, effectivement, on a construit des avenues larges, on a végétalisé, tous les taxis sont des véhicules électriques, donc on est très avancé et pourtant, on n'y arrive pas. Et pourtant, on n'y arrive pas parce que finalement, on est dans un système viral où on fabrique un îlot de chaleur par le réchauffement qui provoque la climatisation, qui provoque des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et mieux, on n'y arrive pas. Et je me suis dit, et c'est la conversation qu'on avait, si on n'y arrive pas, qu'on a anticipé ce défi dans les villes récentes qu'on construit, comment on va l'anticiper dans des villes plus classiques et confère New York, qui est la plus atteinte probablement par l'effet de la pollution. Et là, je me suis dit aussi, ces îlots de chaleur, on ne les neutralisera pas en mettant des jardins au détour. C'est un vœu pieux. On les neutralisera si on redistribue, si on a aussi cette logique d'une société distribuée plutôt qu'une société concentrée. Et voilà. Et pour toutes ces raisons, quand j'ai écrit ce livre en 2018, j'étais convaincu que le modèle allait se retourner. La crise n'a pas provoqué ça, elle l'a accéléré, elle l'a révélé. Et le dernier élément qui m'en avait amené la conviction, c'est que, vous savez, à l'époque, en 2018, j'avais cette triste nouvelle d'abandon du pays, du projet de candidature à l'Expo universelle. Et quand j'ai préparé pendant 10 ans cette candidature de la France à l'Expo universelle de 2025, j'ai fait quasiment 2 tours du monde. C'est-à-dire que j'ai été dans une 40aine de pays, rencontrer des entreprises, des universitaires, des groupes, des jeunes pour des échanges à bâton rompu, des chefs de gouvernement et des chefs d'État. Et partout, vous voyez, le constat est le même, le constat d'une impasse, d'un cycle qui se termine. Et si on n'a pas cette capacité à ouvrir un nouveau cycle, un cycle plus distribué, un cycle plus apaisé, un cycle plus en relation, plus synchrone avec cette diversité, cette puissance géographique, je pense qu'on passera à côté. Et donc c'est aujourd'hui un peu le combat que je mène dans mes idées. Voilà, et on terminera tout à l'heure, vous nous direz un mot de ce forum de l'universel. Cette capacité à évoluer, cette capacité à changer. Général Rodriguez, vous commenciez à en parler, on voit l'utilité des données, des fameuses data, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Et on voit aussi toute cette communication de plus en plus, vous en parliez, avec les élus, mais c'est aussi les associations de commerçants. C'est David Lisnard qui me confiait, ça y est, j'ai réussi à avoir une compagnie de gendarmerie supplémentaire pendant le Festival de Cannes. On salue ces équipes si elles nous regardent. Qu'est-ce que ça donne, pour nous, que ça intéresse particulièrement, au niveau du sens et de l'engagement des équipes? Parce que ça change tout. Quand on leur dit maintenant, il faut être... allez, on va relâcher un certain pouvoir, une certaine autorité, entre guillemets, on va dialoguer.
Compliqué. En fait, on l'a fait. Alors, bon, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps. Et quand on a eu le premier confinement, on a tenté de faire confiance. Et j'ai en tête la première vidéo que je fais dans les tout premiers jours avec les gendarmes alsaciens. Donc j'ai à peu près 60 gendarmes sur plusieurs points en visio qui ont pris le virus dans le nez au moment Les premiers, vraiment, les tout premiers. Enfin, il y avait quelques clusters en Haute-Savoie, mais ils ont vraiment été dans les tout premiers. On n'a pas de masque. En fait, si, on avait des FFP2, mais qu'on attendait de distribuer aux soignants. Donc on n'a pas de masque. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Les experts nous disent blanc, puis gris, puis vert, puis le tout dans la même journée, parfois les mêmes. Et j'ai des gendarmes, pour certains en larmes, je rappelle, le gendarme dans sa caserne avec sa famille, et qui me disent nous, on veut être engagés, on veut protéger la population, mais on ne veut pas, en rentrant, infecter nos familles. Comment on peut faire? Et donc je leur ai répondu, je dis, écoutez, moi depuis Paris, c'est pas moi qui vous dirai le mieux ce que vous devez faire. Donc, vous connaissez la mission, vous savez ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, vous pouvez réaménager les locaux, vous pouvez organiser des patrouilles comme vous voulez, vous organisez par bordée pour éviter de vous croiser. Vous faites ce que vous pensez juste pour travailler et limiter le risque de transmission du virus. Initiative. Exactement. Parce que concrètement, quand la crise commence, moi je suis persuadé qu'on aura des morts. Bon, on a eu 3 gendarmes morts qui avaient des problèmes médicaux avant et le virus les a aggravés, mais j'étais persuadé qu'on aurait des morts. On avait préparé nos réservistes, on était quand même face à une situation qu'on appréhendait beaucoup. Donc les gendarmes ont été rassurés. Je leur ai dit, de toute façon, on se reverra, on s'en reparlera, mais vous avez le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous faites autrement. Mais voilà, vous connaissez la mission, vous savez le but. Et en fait, on a... Nouveau, ça. Hein, c'est vrai que c'est dans une organisation qui est quand même assez vertébrée comme la nôtre. militaire, plus vertébrée que la police. Hein. Oui, la police n'a pas du tout la même structure et le même écosystème. Mais au final, ça a fonctionné. On a organisé des boucles avec l'application, le WhatsApp d'État, si je veux dire, le CHAP. Ce que je demandais moi à mes colonels dans les départements, c'est d'expliquer ce qu'ils faisaient pour donner des idées aux autres et me rendre compte de ce qu'ils faisaient. Les best practices, bon, partage. Je passe les échelons de la hiérarchie intermédiaire qui a considéré qu'on l'a court-circuité un petit peu, mais alors je leur ai fait aussi une boucle CHAP qui a été beaucoup moins active que les autres. Mais au final, en faisant confiance, en laissant la bride sur le coup, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Ça a beaucoup mieux fonctionné que si depuis Paris, je leur avais dit comment faire. Et du coup, ça, on l'a conservé. On parlait tout à l'heure aussi enfin, on appelle ça le rétex, que l'on trouve pas forcément, enfin, que l'on n'ose pas forcément faire. Moi, j'ai un document de 200 pages suite au premier confinement. Et on a modifié les structures du tiers de la direction générale pour être capable de mieux gérer les crises demain. Globalement, je pense qu'on a à peu près réussi à gérer la crise, mais on a mis du monde en surchauffe. Or, les crises, elles se superposent. On a la crise terroriste, sanitaire, on a tout en même temps. On fonce sur un gendarme toutes les 30 secondes. Absolument. On a une voiture qui fonce sur un gendarme toutes les 30 minutes. 30 minutes. Ouais. C'est déjà pas mal, c'est énorme. Et donc, on a modifié vraiment la façon de fonctionner dans un sens de laisser les échelons locaux inventer, s'adapter et avec, comme corollaire, le droit de se tromper. Sinon, Ça nous interpelle en entreprise parce qu'on se dit toujours dans l'armée, voilà, c'est comme ça, les militaires, ils sont comme ça. Command and control, comme on dit en bon français. Là, ça bouge. En fait, c'est le problème de la courbe de Gauss. À quelle population on s'intéresse? Soit on essaie de trouver un dispositif, un management ou un commandement qui couvre les 100% pour essayer de limiter les erreurs, sauf qu'on va brider la partie qui entraîne les autres. Compromis soit mou. Un compromis mou, et puis un truc qui peut être rassurant depuis Paris, parce qu'on se dit, comme ça, on aura moins d'erreurs à gérer. Ou alors, on considère qu'il faut plutôt favoriser ce qui trouve être la majorité, en réalité, de ceux qui sont plutôt allants, qui veulent avancer et être le plus performant possible. Et la performance les autres. Exactement. Et la performance collective, elle est meilleure dans le deuxième cas. Sachant que les 5, 10, 15% de gens qui sont toujours les mêmes, au final, un jour, ils mettent le pied sur la ligne et là, on leur tombe dessus. Et puis là, c'est un solde de tout compte et on règle ça de manière définitive. On va faire une conclusion avec vous trois. Je commence avec vous, mon général. Comme disait l'autre, les dés sera chaud.
C'est pas dans les t-shirts, dans les maillots, là. Oui, je pense que l'été sera chaud. L'été sera chaud pour des tas de raisons. Je pense que pendant quelques années, on va aussi payer la fragilité encore plus grande des populations qu'il était déjà avant la crise sanitaire. On a vu des drames familiaux. Des drames familiaux, mais on le voit dans les violences intrafamiliales, mais les gens qui ont arrêté de se soigner, ceux qui étaient psychologiquement fragiles, ils le sont encore plus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Donc tout ça, on va devoir le gérer. On va gérer aussi cette opposition à l'ordre. On ne parle pas de l'ultra-gauche et qui nous allume des relais beaucoup plus qu'avant, les relais téléphoniques. Donc ça, il faut aussi le gérer, des ultra-jaunes et l'ultra-gauche. Et puis, cette France des ronds-points, cette France qui s'en fiche, cette France qui boude, telle qu'on a pu le lire dans les médias, on veut juste éviter que ça devienne la France qui dégoupille. Donc, oui, l'été sera chaud et il faut que nous, on soit très présents pour occuper le terrain et accompagner tout cela. Mais oui, on aura un été compliqué. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie conviction, que ça bouge et dans le bon sens et qu'on est dans l'ouverture. Frédéric, pour Follows, donc, la rentrée sera chaude, mais au bon sens du terme. Exact. Ça, c'est clair. On peut envisager, ce sera peut-être le mot de conclusion, des enseignants influenceurs aussi. Bien sûr, on a des contacts déjà. C'est l'idée, oui, c'est qu'ils transmettent. On est toujours dans cette notion de transmission, c'est important, qu'ils parlent de leur métier. Enseignants à plein temps, peut-être pas, mais faire des masterclass, faire nos émissions, des émissions sur YouTube avec nous, pour expliquer un peu leur métier, oui, bien sûr. On est preneur de toute expérience et encore une fois de toute authenticité. Alors donc on voit, on n'oublie pas le fond, mais dans la forme, on est atypique et on apporte des nouveaux codes à la communication. Exactement. Follows. On suit les tendances de la communication. Et on va même peut-être les anticipe même. Les anticiper et les précéder. Jean-Christophe, ce forum de l'universel et puis peut-être, puisque c'est parti là, un regard critique au bon sens, à tous les sens du terme, sur cette campagne présidentielle qui commence là. Oui, on va rentrer dans un temps politique. Alors, espérons qu'il ne sera pas un temps politicien, mais qu'il sera un temps politique au sens noble du mot, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la confiance. Un temps politique réussi, ça serait un temps politique qui resterait la confiance et un débat qui serait éclairé. Et vous voyez, juste avant de venir, je préparais un billet qu'on m'a demandé dans une revue. J'analysais, un tout petit peu hors du champ, mais ça pose quand même le sujet politique au sens de l'avenir. Je mettais en perspective 4 chiffres sur notre pays. Le PIB de la France, c'est 4% du PIB mondial. Les parts de marché de la France dans le monde, c'est un peu moins de 3%. 3%. La part des investissements français dans l'innovation, c'est 1,5. La part des investissements étrangers en France, c'est un peu moins de 0,5. Et donc, vous dites, il y a quand même une dégringolade. Oui. C'est-à-dire qu'un pays qui se développe, il a le classement inverse. Il a 4% de PIB, il a des parts de marché un peu au-dessus de son PIB, c'est comme ça que l'Allemagne gagne de la développement. Il a un pourcentage d'innovation au-dessus de son étiage économique, c'est comme ça qu'il avance et qu'il reste dans la course. Et il a bien entendu une attractivité qui génère des investissements, des IDE. Le Forum de l'Universel, j'aimerais que vous nous en parliez parce que c'est un de vos chevaux de bataille. Oui, alors le Forum de l'Universel, c'est-à-dire qu'au lendemain de l'abandon de la candidature française, avec la trentaine de grandes entreprises qui m'avaient accompagné dans cette candidature de la France, on a créé un think tank qui s'appelle le Forum de l'Universel, qui est un lieu de réflexion sur justement ces stratégies plus internationales ou ces enjeux plus universels. Et là, on lance une initiative qui démarre en novembre, qui s'appelle Anticipation, qui est un cycle de 4 forums, un sur les sujets ontologiques, un sur les sujets technologiques, un sur les sujets économiques, un sur les sujets politiques. Et en fin de compte, une idée très simple qui avait vraiment présidé à nos travaux de l'Expo universelle, où on se demandait toujours comment en 2025 on peut imaginer 2040. Et quand on faisait le tour de tous les partenaires, tout le monde avait une vision de l'avenir un peu différente, parce que finalement, on s'apercevait que chacun analyse l'avenir en extrapolant ses signaux faibles. Donc on a chacun un univers,
et on voit l'avenir C'est à l'aune propre des aussi, évolutions Dieu. de notre Ouais, univers. Et on s'est dit, c'est extrêmement réducteur de voir l'avenir à l'aune des récepteurs qu'on peut avoir dans nos mondes, dans nos On va univers, mixer tout ça. dans nos géographies. Et donc, cette initiative qui s'appelle Anticipation, que j'ai montée avec Sébastien Bazin, Nicolas Bouzou, Philippe Val, une dizaine de grands acteurs, personnalités économiques ou universitaires, c'est vraiment d'amener des participants à croiser leurs signaux faibles pour comprendre comment l'anticipation se voit dans la philosophie, dans la sociologie, dans le marketing, dans la géopolitique, dans la géographie, pour être sûr qu'on regarde l'avenir à l'aune d'une vision large et pas d'une vision simplement courte et longue, qui est celle qu'on a tendance à avoir si on ne fait pas cet exercice d'exploration. Parfait.